Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence. Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Oui Laetitia, et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, nous allons donner la parole à une femme qui a 1000 cordes à son arc. Je ne sais pas si on va pouvoir tout énoncer. Alors elle est chanteuse depuis 30 ans, meneuse de revue du Grand Bal Soleil, metteuse en scène, auteure. Elle s'engage auprès des femmes pour les aider à trouver leur voie. Et je parle ici au sens propre, puisqu'elle a fait le choix de devenir psychopédagogue de la voix. Et elle a même été encore plus loin en créant une école, l'école vocale créole, dans le but d'aider les femmes à croire en elles par le chant. Nous sommes donc ravis d'accueillir Madi Orsinet dans Femmes en Lumière aujourd'hui. Bonjour Madi. Bonjour Laetitia, bonjour Myriam. Quelle introduction. Bonjour à tous les auditeurs d'IDFM. Voilà, c'est tout ce que je peux dire tout de suite. Alors Madi, comme Myriam vient de l'évoquer, tu as créé en 2018 une école dans le but d'accompagner des femmes, créoles notamment, dans la découverte de leur voix chantée. De 6 élèves, vous êtes passé à une 50aine aujourd'hui. Alors, quel a été ton parcours et comment en es-tu arrivé là ? Le postulat de base pour créer l'école, c'était nos professeurs, lorsque l'on faisait la certification pour devenir psychopédagogue, qui nous disaient d'enseigner qui nous sommes et d'enseigner comme nous sommes. Je suis une femme antillaise et j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'école sur le chant créole, parce que la langue créole est une langue très musicale avec ses propres vocables, phonèmes, sa propre ponctuation et musicalité, tout comme il y a des écoles de jazz, d'opéra, de chant classique, de chant gospel, de chant rock, etc. Quid du chant créole, qui est quand même représenté par une diaspora qui se compte en millions d'individus à travers le monde entier, sur plusieurs continents. Donc ça compte aussi bien l'océan Indien que la Caraïbe, etc. Et donc voilà, en tant que femme antillaise qui parle le créole, je me suis dit, allons fonder cette école, parce que j'avais besoin d'un prof qui me ressemble. J'ai eu la chance d'en trouver une fois dans ma vie, et j'ai voulu que toutes ces femmes qui ont des problématiques qui sont spécifiques, parce que c'est un peu le féminisme intersectionnel où on va pas se reconnaître dans tous les féminismes, donc toutes les problématiques féminines sont pas les mêmes, etc., etc. Mais le chant a permis qu'elles puissent se rencontrer leur voix en étant au plus proche de leur identité culturelle. C'est beau. Du coup, tu as créé ce qui n'existait pas. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu es donc, entre autres, psychopédagogue de la voix. Mais alors, pourrais-tu nous dire en 2 mots en quoi consiste ce métier et en quoi il diffère du coaching vocal, par exemple ? Alors, le coaching vocal, c'est un coaching qui va être essentiellement technique et physiologique. Donc, on va appliquer les recettes académiques qui vont permettre la projection, l'ouverture, l'articulation, l'écoute musicale pour affiner la justesse, la posture, etc. La psychopédagogie de la voix, alors à la base, la psychopédagogie, c'est la pédagogie pour les enfants. La psychologie dans la pédagogie infantile. Mais la psychopédagogie de la voix ici, c'est comment relier l'esprit, le corps, la voix et le cœur d'un individu dans son entièreté. Parce que l'on pense que pour apprendre à chanter, il faut appliquer des recettes techniques. Or, notre voix, c'est notre empreinte, c'est notre histoire, c'est tout ce que nous véhiculons à travers nos intonations, nos hauteurs de voix, etc. La voix dit tout de nous. On entend bien quelqu'un au téléphone quand il essaie de masquer qu'il est triste ou quand il a le sourire aux lèvres. Et quand on comprend l'individu dans son entièreté par rapport à son parcours, en tout cas ce qu'il veut bien nous en dire, les accidents de vie, les accidents physiques, les deuils, les choses comme ça, on se rend compte que on arrive à déverrouiller petit à petit tout ce qui est de l'ordre de la non-assurance, de la non-assumance, du trauma parfois, mais c'est quand on y touche comme ça peut arriver, et ça déverrouille la voix, ça déverrouille la stabilité de la voix, la projection aussi, parce que des femmes se voient interdites de parole, donc il faut libérer la parole, et en libérant la voix, on permet aussi de libérer la parole et de créer de nouvelles directions dans les parcours de vie. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu, et c'est ce qui ça légitime, ça conforte notre choix dans cette pédagogie, dans cette philosophie de pédagogie là.
Et alors, comment ça se passe une séance avec toi, Madi? Parce que là, tu es en train de nous dire donc qu'il y a peut-être parfois des blocages particuliers qui peuvent faire que ces femmes, alors notamment antillaises, ne vont pas s'autoriser à chanter, peut-être. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut déconstruire pour qu'elles y parviennent? Ou peut-être qu'est-ce qu'il faut reconstruire? Il faut aller trouver le point clé qui est celui où tout a été verrouillé petit à petit. Donc ça peut être un événement de la vie que elle va pas forcément nous dire tout de suite. Ce que je fais avec chacune des élèves, c'est que je crée un lien qui n'est pas qu'un lien cordial ni un lien vertical d'élève à professeur, c'est vraiment un lien amical. Il y a une vraie affection. Je développe une vraie affection. Et c'est pour ça que certaines personnes ne vont pas rester dans l'école parce qu'elles vont trouver que elles ne peuvent pas encore, elles ne sont pas prêtes pour vivre ça comme ça. J'accueille mes élèves avec un câlin, systématiquement à tous les ateliers. Ah, waouh. Parce que le câlin, ça leur permet d'entrer dans le sas de décompression et d'entrer dans l'atelier plus vite que s'ils étaient assis en train d'attendre de façon scolaire et académique que je leur donne quelque chose pour qu'ils repartent avec. Je pourrais tout leur donner en un atelier, mais j'ai besoin de comprendre qui est chaque personne. Et donc ça passe aussi par la parole. On va faire des masterclass sur la spiritualité dans la musique, sur le développement personnel par le chant, sur l'histoire de la musique des Antilles, la place de la femme dans la musique antillaise. Et tout ça, ça va permettre à ces personnes de s'identifier et de se dire mais en fait, ça résonne en moi. Et donc quand elles vont se mettre à chanter, déjà elles seront impatientes. Il y a aussi des hommes, hein. Donc ils vivent la même chose. Ils seront tous très impatients de se mettre à chanter, et c'est à ce moment-là que leur prédisposition d'esprit sera suffisamment ouverte pour que je leur donne les indications techniques qui auraient pu, dans un autre cadre, leur donner l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils sont médiocres, etc. Et puis, le droit à l'erreur fait partie du principe fondamental de notre école, c'est-à-dire que plus on se trompe, plus on apprend. Et c'est vraiment autorisé, c'est admis, c'est encouragé de se tromper. Ben oui, dans tout apprentissage, hein, bien évidemment. Alors c'est difficile à comprendre parce qu'à l'école, on nous interdit le droit à l'erreur par l'évaluation verticale. Et là, c'est complètement différent. On brise tous ces codes-là, en fait. D'accord. Et alors, donc, si je comprends bien, parce que là, il y a quand même, c'est assez extraordinaire ce que tu nous racontes, c'est-à-dire que là, tu parles d'atelier. Oui. Alors moi je posais la question, je disais comment ça se passe, alors je savais pas trop comment le nommer, un cours avec toi. Donc là toi tu parles d'atelier, j'entends qu'il y a donc des masterclass aussi. Il y a plusieurs formes en fait. Ouais, on a un atelier de 4 heures. Alors on a 4 ateliers de 4 heures tous les mois, étalés sur un week-end, donc ça nous fait 16 heures en 2 jours avec Paco Manalma qui m'accompagne au piano et au masterclass, qui est un génie musical, compositeur, auteur. C'est une personne d'une sensibilité exceptionnelle qui accompagne aussi toute l'équipe SMS Artistes dont dépend l'école dans le développement personnel. Et donc on a ajouté ça dans l'école pour enrichir la philosophie de notre pédagogie, parce que je me dis, moi, si je reçois ça et que je fais du développement personnel un vrai chemin de vie, je peux pas juste être une prof qui va dire ouvre la bouche, projette, rentre le ventre, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Et donc, on les accueille pendant ces 4 heures-là avec le câlin. Fondamental, le câlin. Sans câlin, je peux pas commencer moi non plus. Combien de personnes maximum à peu près? On accueille 13 élèves maximum parce que sinon c'est trop et que tout le monde a besoin de se sentir. Ouais, c'est déjà pas mal. 13 ans, ça fait déjà beaucoup, mais on arrive à gérer ça de façon à ce que tout le monde reparte avec quelque chose pour travailler. Donc le câlin à l'accueil, à l'arrivée, et puis ensuite tu disais donc il y a cette espèce de mise en disposition, voilà, quelque part, mise en disposition un par peu la masterclass, mini conférence où on va parler, où on va un petit peu ouvrir les chakras, si je peux me permettre de parler comme ça, les chakras, la culture, voilà, etc. On se reconnecte un petit peu à son identité, à ce avec quoi on est venu. Exactement. Et puis toi après tu vas aller donc c'est pas un atelier de psy en fait, parce que dans psychopédagogue comme on entend psy, tu vois, on se demande un petit peu comment ça se passe. Mais on n'est pas que des individus qui produisons quelque chose. On est fait d'émotions, on est fait de
peur, on est fait d'amour, on est fait de plein de choses. Oui. Et on peut pas se présenter sur scène en tant que chanteur ou même en tant que chanteur amateur juste pour reproduire une technique ou quelque chose. Les voix les plus émouvantes, comme celle aussi bien Lara Fabian que la Calas, c'est des personnes qui ont vécu des choses intenses et elles sont le chant, elles sont habitées par leur voix. Et c'est ce qui fait probablement que justement leur chant nous touche encore aujourd'hui. Nous parvient, nous est parvenu et nous touche encore en effet. Donc tu le disais que la voix révèle tout de nous. Oui, en vérité. Absolument tout sans qu'on le sache. Et sans Donc là, tu nous as analysé, non? On en a parlé en off tout à l'heure. Malgré nous. Non, mais laisse tomber. On dirait une cartomancienne, en fait. Elle a sa petite boule de cristal. En fait, c'est la voix. Rien qu'en nous écoutant. Alors, on aurait des millions de questions à te poser. Toi, tu es toi-même chanteuse, bien sûr. D'ailleurs, on aura le plaisir de t'écouter tout à l'heure, pendant la pause musicale. À quel moment tu t'es découvert cette passion et surtout, quelle influence tu dirais que le chant a eu dans ta vie de femme? En quoi, d'une certaine façon, ça a pu te redonner du pouvoir, si je peux m'exprimer comme ça? On a combien de temps? C'est ça. Vous avez 4 2 minutes. Je vais la faire très courte. J'ai découvert le chant jazz à l'âge de 15 ans. J'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont vraiment éduqués, mes 2 sœurs et moi, dans l'amour de la culture des Antilles, donc la musique. Et on baignait dans la musique toute la journée. 15 ans, je découvre le jazz au lycée avec un prof exceptionnel que je salue, que je bénis. J'espère qu'il m'entendra un jour. Et de là, je découvre toutes les voix du jazz. Donc toutes les voix noires, ancrées, des voix de souffrance, parce que je suis allée lire les biographies de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Et puis le chemin se fait au fur et à mesure. Je découvre de plus en plus la vocalité au niveau de la musique antillaise aussi. Donc les grandes voix que sont celles de Tania Saint-Val, Edith Lefel, Jocelyne Berroir, bien entendu. Et puis en remontant plus loin aussi, donc toutes les anciennes, on va dire, les Maud Desrivelles, Manuela Pioche, voilà. Et le chant m'a accompagnée toute ma vie jusqu'à ce qu'un jour je perde ma voix. Donc j'ai mis le chant de côté et le chant m'a sauvée quand je me suis retrouvée profondément triste suite à la rupture avec mon compagnon de l'époque avec qui on devait se marier 5 mois plus tard. Et en fait, le chant est toujours revenu à moi, il a toujours toqué à la porte, ou comme une bouée de sauvetage, ou comme t'as pas encore compris que c'est la seule solution vers laquelle c'est ça ton chemin. Et je refusais d'écouter. Parce que l'éducation te dit, c'est chanteuse, c'est pas une vie, etc., etc. Ah, c'est ça qu'elle nous dit, l'éducation. Voilà. Ouais, tu crois? Voilà. Et puis voilà, le burn-out, la remise en question en tant que femme adulte et mature, et le chant à vie, pour la vie, forever. Donc t'as vécu burn-out aussi? Oui. Ok. En 2016. Et là, le chant? Et le chant m'a sauvé la vie. Ouais, c'est super fort. J'ai une psychiatre exceptionnelle qui m'a dit qu'est-ce qui vous motive? Et je lui ai dit ma fille, Dieu et le chant. Elle me dit concentrez-vous sur ces 3 choses-là. À 43 ans, on se dit je vais peut-être pas faire chanteuse maintenant et puis les étoiles s'alignent. Une rencontre fait que je prends des informations sur la fameuse formation. Dans l'intervalle, je rencontre Paco Manalma. Je suis subventionnée par ma marraine qui me dit ça coûte cher, mais je te la paye, cette formation qui n'était pas subventionnée par le Pôle emploi à l'époque, après la rupture conventionnelle. Et puis tout s'est aligné et me voilà aujourd'hui. Bon, comme quoi. Une école créée. Et une école en 2018, sous l'impulsion. 2 ans après, en fait, 2 ans après ton burn-out. 2 ans après le burn-out, oui, sous l'impulsion de Paco, qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses pour que. Et ouais. Comme quoi le burn-out a pas mal de vertus. Alors ça a sauvé la vie de pas mal de gens. En vérité, c'est ça. On s'aperçoit que finalement, c'est peut-être le déclencheur dont on a besoin au sens pour revenir. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'interpelle aussi beaucoup dans ce que tu évoques, Madi. Tu as dit tout à l'heure dans les ateliers, il y a un lien qui peut être fait entre spiritualité et chant. Tu peux nous expliquer ça un peu? L'émotion qu'on véhicule dans le chant ne peut être clairement reçue que si on est en adéquation avec qui on est au moment où on chante, où on est sincère. Et la spiritualité, c'est ce qui va nous permettre en fait. Là, c'est pas du prosélytisme, c'est pas une question de religion, c'est comment en tant qu'être spirituel, donc doué d'émotions et d'envie de faire du bien et d'amour, comment je vais à travers ma voix aller faire du bien aux autres.
Donc, quand on est un excellent chanteur, il y a des excellents chanteurs qui le sont de façon automatique parce qu'ils ont la technique, etc. Mais quand on regarde Adele sur scène, la chanteuse anglaise, si elle n'est pas spirituelle, qu'est-ce qu'elle est alors? Parce qu'elle est hyper accessible auprès de son public, sa voix est toujours aussi ample et on a toujours l'impression qu'elle monte sur scène pour la première fois de sa vie. Donc cet état d'émerveillement, d'humilité et d'amour, d'amour, c'est ce qui fait que non seulement quand on va chanter, ça va nous faire du bien, mais ça va aussi toucher les autres, même si on n'est pas hyper performant au niveau technique. Je trouve ça hyper puissant ce que tu dis, Madi. Merci pour ce partage vraiment parce que c'est important d'entendre ça de la part d'une chanteuse professionnelle comme toi et de comprendre qu'en fait ce qui va marcher quand on chante, c'est pas de chercher à prouver quoi que ce soit. En fait, c'est justement d'être dans cette dynamique de générosité en fait et de partage. Et finalement, c'est là que ça marche le mieux en vérité. Et c'est là où et c'est là où les imperfections, les failles vont peut-être même aller droit au cœur. C'est ça. Et la voix, c'est un objet vivant, donc un couac, quelque chose qui reste coincé dans la gorge, c'est normal. Et on ne peut pas être parfait. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien. On a besoin d'être parfait. En fait. Tout à fait. Oui. La sincérité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, c'est ce qui nous aligne en fait. Merci beaucoup en tout cas, Madi. Merci. On va faire une petite pause musicale et pas n'importe laquelle, puisque nous allons écouter Madi Orsine accompagné de l'orchestre Manmaela. Manmaela. Merci pour la correction. Donc Manmaela dans Anouchapé. En nous chapé. En fait, c'est pas facile. Madi, tu vas la lancer la chanson là. Oui, c'est clair. Et on se retrouve dans quelques instants pour continuer l'émission Femmes en Lumière avec notre invitée du jour, Madi Orsine, chanteuse et psychopédagogue de la voix. À tout de suite. Si dans la vie qu'a mal, mauvais l'esprit qu'a pas les banous, qu'a fait la pluie des Valésiens, nous la vie font fall en loup. C'est à présent moins ni besoin, des bois ouais l'homme la moi, là je vois dans la tête, pas moi plonger fidji dans chive moi. Et sous senti gloire qu'a glissé, où c'est des bateaux à qu'a volé. Salveillité qui n'ignore chez moi, c'est la langue au cabas, moi l'emma. Vous méritez venir et puis moi, c'est ensemble nous qu'à aller plus loin. Oui, à présent, moi ni besoin, marron et couille, chapelle loin. Vous vas alors la des épaules, moi, le vent du vent souffler dans moi. Et sous son petit l'eau à qu'à glisser, où c'est des bateaux à qu'à voler.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Mady Orsinet, chanteuse et psychopédagogue de la voix, est notre femme en lumière du jour. Mady, aujourd'hui on constate qu'il y a une forte représentation féminine parmi les étudiants en école de musique et autres conservatoires, puisqu'elle serait environ 60%. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit que, bien que diplômées en musique, elles sont complètement sous-représentées dans les carrières musicales, parmi les postes de musiciens professionnels, de chefs d'orchestre ou de producteurs. Seulement 20 à 30% sont des femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe selon toi ? Ah bah écoute, on est toujours dans je vais y aller franchement, on est toujours dans le système patriarcal et sexiste français historique. Ça, c'est une question d'éducation qu'il va falloir au fur et à mesure élargir. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que on a des femmes qui deviennent chefs d'orchestre aujourd'hui dans des grands orchestres symphoniques et philharmoniques. Donc ça, c'est très bien. Que des femmes deviennent chefs d'entreprise, directrices de production, comme Alexia Laroche-Joubert. C'est un exemple très très inspirant. Donc moi, je dis que la porte est ouverte, la voie est ouverte, donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté négatif, c'est que de toute façon, la femme a toujours été confrontée au fameux plafond de verre. Et le fait de la maternité, le fait de toutes ces choses-là ça ralentit toujours les carrières. Non seulement c'est à nous de prendre la place, et c'est à nous aussi de faire que nos hommes deviennent féministes. Et ainsi, on n'aura peut-être même plus besoin d'utiliser le mot féministe un jour. Enfin, je le souhaite. Ouais, c'est sûr, mais enfin, il y a quand même une question. Il y a quand même un gap énorme, c'est-à-dire que les femmes s'interdisent pas d'aller faire de la musique. En tout cas, les jeunes filles, les jeunes femmes, elles ressortent diplômées. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où je me dis, voilà, j'ai travaillé mon instrument, j'ai travaillé ma voix, j'aurais aimé peut-être en faire une carrière. Qu'est-ce qui se passe selon toi ? Elle se l'autorise pas ? Alors. En prenant mon exemple, le fait d'être parent, ça ralentit beaucoup. D'accord. Et surtout, alors aujourd'hui, ça change un peu parce que les rôles sont vraiment partagés entre le père et la mère, mais à une époque, c'était la femme qui s'occupait des enfants et donc qui mettait sa carrière entre parenthèses. Est-ce qu'elles ne sont pas découragées non plus, parce que lorsqu'on devient musicien, c'est beaucoup d'heures de travail pour 2 heures de représentation sur scène. C'est des absences longues, importantes. C'est aussi nous dans notre chemin de vie hormonale des choses qui bousculent, entre les règles qui peuvent être douloureuses, l'endométriose que l'on reconnaît enfin, et puis la ménopause qui arrive. Tout ça, c'est des choses qui bouleversent aussi notre caractère, la perception que les gens ont de nous, notre façon de nous comporter dans le monde. Alors, c'est peut-être juste cristallisé sur un détail, mais ce détail-là, c'est quand même toute notre vie à nous aussi. Et je pense que ça ne vient pas d'un manque de volonté des femmes de faire carrière. Je pense que ça vient d'un système qui autorise peut-être le diplôme jusqu'à 60%, comme tu l'indiquais, mais pas forcément la poursuite de la carrière, parce qu'on va préférer un homme, parce que... Et toi, en 30 ans de carrière, donc ça fait 30 ans que tu chantes, est-ce que tu as déjà été dirigée par des femmes, par exemple, en 30 ans ? J'ai été castée par des femmes pour les accompagner, j'ai été dirigée par des femmes, oui. En effet, elles sont américaines pour le coup. Oui, un gap de culture aussi. Voilà, mais en France, ça a été essentiellement masculin. C'est-à-dire que le chef d'orchestre, le chef de chœur, le directeur de prod va être un homme, mais le niveau juste en dessous, ça sera que des femmes. Et donc on est toujours plus proche, on va toujours aller discuter avec ces personnes-là parce que le maître en son royaume est inatteignable, mais c'est pas le directeur avec qui le directeur ce sera un homme, ce sera pas une femme, très très souvent, trop souvent d'ailleurs. Et alors du coup, on a diverses études aussi qui montrent que la proportion des femmes metteuses en scène, on peut aussi le dire comme ça, est là encore de 20 à 30% en France, que ce soit dans le monde du spectacle ou au théâtre. Alors on dit souvent qu'un metteur en scène, comme tu peux le dire, est sur son royaume ou doit être dirigiste et que c'est surtout l'apanage des hommes. Alors toi, Mady, qu'est-ce que tu en penses ? Et donc tu dis que tu as été principalement dirigée par des hommes en France en tout cas. Comment tu as vécu ce rôle de pas pouvoir en fait échanger directement avec ceux qui portaient le projet ?
Je l'ai pas vécu comme une frustration parce que c'était pas du tout une question à ce moment-là. À ce moment-là, la question c'était de travailler, de faire de mon mieux et d'être performante entre guillemets dans mon rôle. Ça m'a pas manqué. Et puis comme on était habitué, il y a aussi le phénomène de l'habituation à des situations qui ne sont pas normales. On se pose pas la question. C'est quand les choses commencent à bouger qu'on se rend compte que oula. En effet, ce serait mieux si on pouvait aller parler directement à Dieu le Père que de passer par ces intermédiaires. Et dans ton école aujourd'hui, donc tu la diriges, si j'ai bien compris. Tu la diriges avec qui alors, des Mais femmes, je la dirige avec un homme. Voilà, parfait. Voilà, complémentarité. Belle complémentarité. Avec Paco Manalma, féministe entre tous, qui a contaminé tous les hommes de notre équipe SMS Artistes, donc Francky Vrécor et Francis Maïve. C'est un être très sensible qui comprend la problématique des femmes. Beaucoup, parce qu'il a été dans son parcours, il a été élevé essentiellement par des femmes et qu'il a fait des métiers avec beaucoup de femmes. Donc il a travaillé dans la couture et la musique. Et alors du coup, donc aujourd'hui, donc au travers de ton école, mais aussi en tant que coach individuel, tu accompagnes des personnes, donc hommes et femmes, dans le développement de leur voix, donc dans tout ce qui va être pédagogie de la voix. Et donc j'ai cru aussi entendre que tu accompagnais également des élèves, des étudiants qui passent le baccalauréat. Alors qu'est-ce que tu fais exactement lors de ces accompagnements auprès des enfants? Parce qu'on peut appeler encore ça des enfants. C'est des enfants, oui, c'est des enfants. Je leur fais comprendre que on ne peut pas faire deux fois une première impression. Oui. Et que la première impression doit être la bonne. Je leur donne la légitimité en tant qu'individu qu'on a le droit d'écouter, qu'on a le droit d'entendre, donc ils ont le droit de parler. Et puis je leur explique aussi que le bien parler va leur permettre de briser les plafonds de verre, d'ouvrir des portes, parce que lorsqu'on s'appelle Aldebl Karim ou Aminata, tout de suite sur le papier les chances diminuent. Et lorsqu'on arrive en s'exprimant clairement, posément, sans mettre trop de wesh ou etc., eux-mêmes se rendent compte que on les écoute. Et je les forme à passer leurs oraux, mais pas seulement pour leurs oraux, parce que j'espère bien les marquer à vie pour qu'ils aient toujours une expression orale correcte pour être respectés. Et tu n'es pas confronté au discours SMS ou au discours des réseaux sociaux? Parce que c'est pas facile, les jeunes aujourd'hui, on sait qu'ils ont une manière de parler particulière. J'entre en contact avec eux par là. C'est-à-dire que j'entre en contact avec le pire contre-exemple qu'ils puissent avoir, ça les choque, et après on revient à la base du bien parler. Oui. Parfait. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Madi. Merci à vous. Qu'est-ce que tu conseillerais si une personne voudrait être accompagnée par toi? Comment est-ce qu'on... Tous mes réseaux sociaux, Madi Orsiné. Parfait. Ok, Madi, notre émission touche à sa fin. Et pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Le premier, pourrais-tu nous partager ton coup de cœur littéraire, Madi? Mon coup de cœur littéraire, c'est le livre Finding Me de Viola Davis. Exemple de résilience pour une femme noire américaine qui est devenue aujourd'hui actrice, productrice, multi-récompensée et qui sur le papier avait zéro chance d'arriver. Au départ, donc d'une autobiographie, Finding Me, sublime. Hyper inspirante. Sublime. Viola Davis, première femme afro-américaine oscarisée, quoi. C'est ça. Ouais. Okay. Et alors pour finir, notre deuxième rituel, que pouvons-nous souhaiter à cette femme lumineuse que tu es? Merci. De continuer d'aimer, pour continuer à faire du bien autour d'elle. Voilà. Bah écoute, trop beau. Merci. Merci infiniment, Madi. Beau message d'amour. Nous te souhaitons vraiment le meilleur pour la suite. Merci à vous. Notre émission se termine. Un grand merci à tous de nous avoir accompagnés lors de ce témoignage. On vous retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 18h30 en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, retrouvez l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr et sur l'Instagram des Femmes en Lumière. Encore merci et au revoir Madi. À la semaine prochaine, Au revoir Laetitia. Laetitia. Au revoir. Myriam.